yeah, yeah, Bonjour, donc Malcolm Ferdinand, chercheur en sciences politiques sur les enjeux écologiques dans, dans le monde, mais avec une spécialisation sur la Caraïbe principalement. Je m'intéresse finalement aux manières dont collectivement on va habiter la Terre et tenter de vivre ensemble à cette ère de la crise écologique. Disons que dans le choix de mener une réflexion philosophique et politique sur le monde, il y a eu l'expérience que j'ai vécue au Darfour précisément, c'est-à-dire dans la zone ouest du Soudan, où en 2009, en fait, j'ai participé avec une ONG française à une action humanitaire, une action d'aide, alors en tant que ce qu'on appelait WASH à l'époque, c'est-à-dire Water Sanitation and Hygiene Officer. On était en charge de l'accès à l'eau dans certaines régions rurales et de l'accès aux outils de sanitation et d'hygiène dans des camps de personnes déplacées internes. Euh, alors, c'était une expérience fondamentale pour moi, d'une part parce que, moi, à l'époque, j'étais plus jeune et j'avais une vision assez naïve, finalement, de la société, et assez naïve de la crise écologique, en me disant, ben, si les Darfouris n'ont pas accès à l'eau et à l'assainissement à ce moment-là, c'est parce que il leur manque soit des sous, soit des compétences, et en fait, ces deux aspects étaient faux, c'est-à-dire qu'il y avait des compétences locales bien plus grande et bien plus légitime que la mienne. Il y avait des financements. Il se trouve que ces financements et ces compétences n'étaient pas alloués à un type de population. Donc en fait, le problème d'accès à l'eau, bien sûr, il y a la désertification, il y a le pâturage, etc., mais était avant tout un problème politique. Et c'est la même chose qu'on peut avoir en tête pour la question écologique, c'est-à-dire que la destruction des écosystèmes de la Terre et les différentes formes de pollution, les différentes formes de diminution des ressources ou de diminution d'accès à l'eau sont le résultat de certaines pratiques politiques, Mhm. de problèmes politiques. Et la difficulté vient du moment où on va vouloir donner une réponse uniquement technique, parce que je pense que toute réponse technique peut avoir sa place, mais uniquement une réponse technique à un problème qui est, en son sens, en son essence, politique. Et quand j'ai compris ça, je me dis, tiens, j'ai envie de creuser un peu plus. J'ai envie de savoir, tiens, mais comment finalement ce qu'on remarque et ce qu'on constate dans les écosystèmes de la Terre sont en fait les traces de certaines façons de vivre ensemble, des façons extrêmement violentes, injustes, inégales, qu'on voit avec le développement du capitalisme, avec toutes ces catastrophes, toutes ces conséquences que l'on voit un peu partout dans le monde. Ça, c'est pour expliquer pourquoi j'ai voulu compléter finalement ma formation initiale avec une formation en sciences politiques. Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est que il y a dans ces relations des rapports de pouvoir. C'est-à-dire qu'il y a une agence qui a le pouvoir, quand on arrive par exemple au Darfour avec une association humanitaire, à ce moment-là, on arrive avec un pouvoir financier, avec un pouvoir politique aussi. Et la difficulté, c'est que ces relations de pouvoir ne sont pas estompées parce que l'agent humanitaire va être de bonne foi, de bonne volonté, ne va pas avoir des remarques racistes envers les locaux, ce qui arrive parfois, et ce que j'ai pu constater aussi à certains moments. Mais parce que ce n'est pas uniquement une question individu. L'individu humanitaire peut être extrêmement sympa, mais il y a un rapport de pouvoir, et puis en plus, dans la conception même de l'humanitaire, cette espèce de gestion du vivant à travers le projet est totalement incompatible avec les réalités historiques des personnes, des populations qui sont sur place, qui pour eux, ben, il n'y a pas de projet, c'est leur vie. Donc, que ce soit telle association qui vient, qui part, la vie est continue. Et au fond, c'est pour ça que je n'ai pas persévéré dans cette voie, parce que je ne supportais plus d'avoir une relation qui soit dictée par le début et la fin de projet, et aussi parfois les impératifs des bailleurs de fonds qui veulent avoir fait ça et ça pour répondre à telle politique. Donc, comment valoriser? Donc, déjà, rencontrer et veiller finalement à ce que les projets soient menés dans une forme d'égalité. Alors ça, c'est très intéressant, par exemple, qu'on ait des projets humanitaires où les communautés locales ne soient pas simplement des personnes qu'on va voir
et que pour construire telle chose, on demande une signature, on rassemble le comité, on demande une signature, mais qui soit co-constituant de la création du projet même. C'est-à-dire que le projet au départ soit mené ensemble, à part égale. Ça serait intéressant. Je pense que ça passe par la mobilisation. Je pense que ça passe par une ouverture beaucoup plus large à la démocratie. C'est-à-dire que la démocratie ne peut pas être le seul acte de voter à certains moments de l'année, quand il y a des élections municipales, régionales ou présidentielles. Mais je pense qu'il est nécessaire d'avoir une forme de démocratie environnementale où les habitants ont un mot à dire sur la façon dont on habite la Terre. Parce que ce qui se passe, le jeu de la démocratie qui est critiqué comme il se doit, n'est pas mené à son terme. C'est-à-dire que ce qui se passe, c'est que les destructions environnementales n'ont pas été choisies par une majeure partie de la population. Au contraire, il y a un ensemble de groupes qui sont extrêmement forts au niveau du lobby, les lobbyistes, qui vont pouvoir nous imposer une manière violente d'habiter la Terre. Donc, par exemple, en ce qui concerne les pesticides, le choix d'un ensemble de groupes d'agriculteurs d'utiliser certains pesticides se traduit concrètement par des molécules toxiques dangereuses pour nous et nos enfants qui vont se retrouver dans nos corps. Mais à aucun moment, on a demandé aux habitants aux abords de ces plantations, de ces monocultures, tiens, voulez-vous utiliser tel produit et acceptez-vous d'avoir dans votre corps ce produit? Donc, il y a quelque chose au niveau de la démocratie qui est à revoir. Il y a aussi quelque chose au niveau de la justice qui est à revoir. C'est-à-dire que la crise écologique nous amène à reconnaître qu'on n'habite pas la Terre uniquement entre humains. On habite la Terre avec un ensemble d'autres êtres, des non-humains, des animaux, des plantes, des roches, pour certaines cosmogonies, ça va être des esprits. Mais il faut pouvoir, au niveau juridique, rendre compte de l'existence de ces autres avec qui nous habitons la Terre, de ces autres sans qui nous ne pouvons habiter la Terre. Et donc cela passe par reconnaître et condamner, incriminer les moments où certaines entreprises, certaines personnes vont faire violence à ces êtres dont on a besoin pour vivre. Donc je suis en faveur bien sûr de la justice environnementale, je suis en faveur de ces crimes d'écocide, de toutes ces manières qui permettent de rendre compte de ceux avec qui on habite la Terre. Alors bien sûr, ce sont des outils, ce ne sont pas en soi des solutions ou des solutions qui vont résoudre tout. Moi, je pense que la mobilisation collective, le fait de se rassembler et d'aller ensemble vers une autre manière de faire, je pense que tant qu'on n'aura pas les moyens de arrêter, limiter l'action de certaines multinationales, ou le capitalisme de certaines entreprises internationales et locales, on aura beau avoir les discours de préservation de l'environnement avec la main sur le cœur, de montrer comment les ours, en fait, ils n'arrivent pas à vivre au pôle Nord. On n'arrêtera pas la machine. Et je pense qu'il faut vraiment trouver des manières de sortir de ce kidnapping de la démocratie aussi, en fait. On a, il faut le dire, en tout cas en France, on a un ancien ministre de l'écologie qui a démissionné précisément à cause de ça. Ce n'est pas rien, Nicolas Hulot, qui, on pensait ce qu'on veut, il est quelqu'un qui a fait montre d'un engagement assez intéressant en faveur de l'écologie, qui démissionne en disant, tiens, j'ai vu qu'il y avait des personnes qui n'avaient pas à être là. Je démissionne. Et ça, ce qu'on voit ici en France, voilà, pays dits du Nord, etc., ce sont des choses qui se reproduisent dans pratiquement plusieurs pays dans le monde, avec des degrés de violence différents. Ce n'est pas la même chose de protester pour l'accès à l'eau en Martinique qu'au Congo. Et c'est peut-être là qu'il faut faire attention aux manières d'agir et qu'il y a des alliances, on va dire des alliances intelligentes à créer. Parce qu'il y a des capacités d'action qui ne sont pas les mêmes selon les lieux où on se trouve sur Terre, il y a des moyens d'aider là où d'autres ne peuvent pas agir. Alors, je pense que oui. Mais je pense qu'on n'avait pas besoin de la crise Covid pour changer la manière d'habiter la Terre. Je pense que chaque jour, on a la possibilité de le faire. Peut-être, et là c'est vrai que la crise Covid a permis un arrêt.
un arrêt et qui permet d'évaluer certaines activités qui se faisaient et de voir peut-être on n'a peut-être pas besoin de tout ce qu'on faisait avant. Hmm. Et la question qui se joue, et celle qui est importante, celle qui se joue maintenant, de savoir comment repartir, comment faire advenir peut-être autre chose. Et c'est là qu'on va voir les rapports de pouvoir se remettre en place. Qui va décider? Qui va pouvoir choisir qu'est-ce qu'on va consommer, qu'est-ce qu'on va produire? Après, ce qui a été aussi intéressant à travers la crise Covid, enfin, pas forcément intéressant, mais en tout cas frappant, c'est que le Covid a été un révélateur, non pas qu'on en avait besoin, mais il l'a révélé avec plus de force, d'un ensemble d'inégalités. Euh, Inégalités dans la manière d'habiter la Terre. Ceux qui, bon, pour être confinés, c'est pas si désagréable que ça. Quand on a beaucoup d'espace, quand on a un jardin, quand on peut se déplacer en voiture, et puis ceux qui vivent à plusieurs dans un petit espace. Ou alors celles qui sont, enfin, surtout celles qui sont victimes de violences conjugales, des enfants qui sont frappés, ceux et celles qui ne peuvent plus travailler et qui du coup n'ont pas un État qui peut soutenir en fait une absence de, de travail. Donc ça, on va voir aussi les différences entre différents pays. Mais on a vu aussi à quel point le racisme réapparaissait dans plusieurs pays. D'abord, c'était le racisme anti-chinois parce que ce sont les Chinois qui ont créé le bordel, soi-disant. Après, on a eu aussi l'augmentation du contrôle des possibilités de sortir en France s'est traduit parfois aussi par une exacerbation de la violence policière envers les minorités racisées, surtout dans le département de Seine-Saint-Denis. On a eu des images, des propos extrêmement désobligeants, notamment de certains officiels de la police. On a eu aussi, et là c'était pour moi quelque chose d'assez fort, euh, le directeur de l'OMS qui se fait traiter de nègre. Pendant 2020, pandémie mondiale, on a quelqu'un qui est en charge de l'Organisme mondial de la santé, donc de voir comment on peut faire pour collectivement faire face à ceux qui affectent et ceux qui tuent, et on lui balance au visage, toi tu es un nègre. Donc on voit encore que finalement, ces manières de penser, ces héritages coloniaux, en fait, racistes, vont se réactiver et sont encore présents. Et on peut trouver des exemples comme ça extrêmement puissants. Et effectivement, les États-Unis, pour le coup, sont très parlants. On a vu comment le Covid affecte de manière disproportionnée les populations noires et les minorités. Non pas qu'elles ont quelque chose de en elles propre qui fait qu'elles sont plus susceptibles à la maladie, mais que les inégalités structurelles qui font qu'elles vont être plus sujettes au diabète, qu'elles vont avoir moins accès à certaines à, à la santé, vont faire qu'elles vont avoir une plus grande mortalité, létalité du virus. Et puis, bien sûr, la violence policière ne s'est pas interrompue avec, on a vu, les horribles et injustes crimes qui ont été causés pour des personnes tout simplement parce qu'elles étaient noires. Donc je pense que le Covid a révélé encore plus tout cela et qu'il nous incombe de voir comment on peut penser une autre manière de faire, une autre manière d'éviter la Terre qui prenne en compte toutes ces dimensions sociales, économiques, politiques, antiracistes, féministes, etc. Je pense que tout est lié. Enfin, on ne peut pas séparer par exemple, on ne peut pas séparer la question de la lutte décoloniale, de l'antiracisme, de la lutte anticapitaliste. On ne peut pas non plus séparer la lutte écologiste de la lutte animaliste. La Covid, comme on dit, la Covid-19 est une maladie qui vient d'un virus qui probablement provient d'animaux, mais qui est lié non seulement à finalement un mode de production de consommation qui va limiter les espaces peu habités par les humains, mais ça nous impose aussi de réfléchir à quel traitement collectivement on impose à ces êtres. Peut-on encore légitimer une pratique d'élevage intensif où en fait on va manger de la viande de porc qui sont élevés dans des cages toute leur vie, pareil pour des poules, pareil pour les vaches. Je pense qu'on ne peut plus continuer comme ça. Et je pense que c'est vraiment se tromper que de dire, écoutez, on va changer le modèle de santé, on va donner plus de sous aux médecins et aux infirmières, ce qu'il faut faire. En même temps, je pense qu'il faut aussi repenser toutes ces manières de produire qui nous rendent malades et qui en plus créent des problèmes de cette ampleur.
Alors, si on prend un regard historique sur la constitution du mouvement écologiste, il est vrai que c'est un mouvement écologiste qui s'est constitué avec une forme d'exclusion des minorités non blanches, que ce soit dans les arènes gouvernementales ou non gouvernementales, que ce soit dans la mise en place de parcs et de réserves naturelles. Euh, Souvent, les populations locales, les peuples indigènes de couleur ont été exclus. Dans les arènes, dans les associations, finalement, on retrouve une diversité moins grande qu'à l'extérieur, et on crée finalement cette fantaisie que les peuples de couleur, les Noirs, les peuples indigènes ne s'intéresseraient pas à l'environnement. Ou en tout cas, ils ne sont pas vraiment présents. Donc, c'est pas étonnant que, ce que vous me dites, que parfois le discours porte surtout sur la consommation et beaucoup moins sur la production. Je pense que il y a une sensibilité qu'il est nécessaire d'avoir en tant que consommateur. Ce n'est pas parce qu'il y a une offre, on va dire, qui est là que je dois forcément tout commander. En plus, on le commander très rapidement et avoir ça tout de suite, et indépendamment des manières dont cela est produit. Certains produits, les bananes, même nos ordinateurs avec lesquels on parle en ce moment, nos téléphones, on sait très bien que les minerais nécessaires à leur fabrication sont faits dans des conditions exécrables, les vêtements et la pollution que ça engendre. Ce qui est clair par rapport à l'évolution de tout ça, c'est qu'il y a, en tout cas avec les militants écologistes que j'ai rencontrés, il y a une plus grande reconnaissance de ce manque de diversité. Je pense que c'est aussi pour ça que le livre que je publié intéresse, c'est il y a une voix qui n'est pas très courante, finalement, en tout cas en France, dans le mouvement écologiste, et il y a une reconnaissance de ce fait. Je ferai deux remarques par rapport à ça. La première, c'est que, comme vous l'avez bien dit, il ne s'agit pas uniquement de politique de diversité. Il s'agit d'une part, du contrôle de la parole, qui parle, qui peut parler, mais aussi, et ça c'est ce qui m'intéresse en tant que chercheur, euh, vraiment travailler à reconceptualiser ou réévaluer ce qu'on entend comme l'objet écologie. Et que par le passé, l'objet écologie ne faisait pas, ne parlait pas aux réalités quotidiennes de l'ensemble de personnes qui vivent, qui sont acculées à une misère sociale, pour qui l'histoire coloniale n'est pas quelque chose qu'on apprend ou encore qu'on regarde rapidement dans un sujet à l'école d'histoire, mais qui est finalement le legs que l'on porte dans le rapport aux institutions, dans la manière dont on va se confronter ou appréhender la manière d'habiter la Terre. Donc je pense que c'est tout ce travail-là qui doit amener à ce qu'il y ait une forme de rééquilibrage dans la manière dont on parle de la Terre, finalement. Enfin, ça a été un moment très parlant, finalement, de cette exclusion qui se fait, enfin, qui paraît évidente. Ce qui est intéressant, c'est que le photographe qui a, comme il dit, recadré l'image pour pour des raisons de composition, enfin, ce sont ces termes. Euh, bon, moi je pense que pour lui c'était évident. Bon, ça pose pas de problème de couper cette femme, cette jeune femme qui vient de l'Ouganda. Et ce sont ces formes d'exclusion qui vont de soi. Et ce qui est intéressant, c'est aussi ce que Vanessa Nakate a dit elle-même, qui bien sûr a été heurtée par cet acte, et qui a compris que à travers son effacement, c'est l'effacement de tout un continent. Et l'effacement de la capacité d'action, la capacité de parler, la capacité d'agir, de penser qui est mise en acte. Et ces mots résonnent encore aujourd'hui. Elle a dit: j'ai compris ce que c'est que le racisme. Et je pense que c'est pour ça que l'antiracisme est aussi ce qui permet de considérer l'autre comme ayant une place parlante égale, comme étant un cohabitant de la Terre. Le danger était de penser que on peut habiter la Terre tout seul, que l'on peut habiter la Terre uniquement avec ceux qui me ressemblent.
ceux qui pensent comme moi, qui prient les mêmes dieux, qui habitent, qui consomment comme moi, et que l'autre, on n'en a pas besoin. Et la crise écologique est précisément ce qui nous amène à repenser cela. On ne vivra pas ensemble tant qu'on n'arriverait. Enfin, on ne pourra pas habiter la Terre tant qu'on ne vivra pas ensemble. Ou alors, on reste dans des formes de violence innommables, avec des déplacements économiques et environnementaux, avec des catastrophes qui exacerbent encore plus ces inégalités. Euh, je pense que c'est la raison pour laquelle il faut qu'on allie toutes ces luttes. Donc, sur la question néocoloniale, les territoires ultramarins français, et en particulier les territoires de la Caraïbe, la Martinique ou la Guyane, sont des territoires qui ont été constitués par la colonisation. C'est-à-dire que ce sont des sociétés qui ont été érigées à partir de l'oppression, de la domination des peuples indigènes qui habitaient ces territoires. Et que la manière dont ils ont été habités, l'endroit où on a placé des villes, l'endroit où on a placé des routes, l'endroit où on a placé des ports, et tout cela a été déterminé par un projet colonial. En l'occurrence, en Martinique et en Guadeloupe, c'était le projet de produire des denrées qu'on pouvait exporter et amener à ce qu'on appelait à l'époque la métropole. Cela ne change pas du jour au lendemain, et donc il y a une constitution coloniale qui a une certaine historicité et qui est encore là, dans la manière dont on habite la terre sur ces îles. Donc la dimension néocoloniale serait plutôt quand il y a des entreprises récentes qui vont s'emparer de terres, qui vont expulser aujourd'hui de manière totalement, comme ça se fait dans plusieurs pays, peut-être dans les Caraïbes aussi, mais notamment dans plusieurs pays africains, qui vont expulser les personnes pour s'accaparer des terres et en profiter et accumuler leur capital, etc., etc. La question d'une plus grande autonomie, je pense qu'elle est importante. Elle est importante notamment du point de vue de la souveraineté. Mais je pense que ce n'est pas tout d'être autonome, ni même d'être indépendant. La question, c'est aussi quel projet on propose derrière. On peut très bien avoir une autonomie et maintenir un projet de plantation. Donc la question pour moi, c'est par-delà un débat qui est important, qui se tient, qui est celui de la souveraineté, se pose un débat du projet collectif. Qu'est-ce qu'on veut faire? Qu'est-ce qu'on veut imaginer, inventer, produire aujourd'hui? Fanon disait que chaque génération doit se confronter à son combat, à sa lutte. Enfin, je paraphrase. Moi, je pense qu'il y a une lutte à mener et qui est en train de se mener aujourd'hui. On a un modèle qui a produit aux Antilles une contamination qui peut durer peut-être 7 siècles. On a un modèle qui a fait qu'une molécule cancérigène se retrouve dans les cordons ombilicaux qui lient nos mères et nos enfants. Je ne sais pas ce qu'il faut d'autre pour qu'on change de modèle. Et aujourd'hui, donc cela fait plus de 50 ans, par exemple, que cette contamination a eu lieu, qu'elle est encore en cours. Il n'y a pas une seule personne qui est passée devant un tribunal, qui a été officiellement condamnée. Donc ça veut dire que collectivement, on cautionne et on ne sanctionne pas ces pratiques. Donc là, je pense que c'est tout ça qui a à revoir au-delà de la question d'autonomie. Alors, l'éducation est importante. Ce qui m'intéresse aussi, c'est le contenu de l'éducation. Ce que je constate deux choses au niveau des Antilles concernant l'éducation. D'une part, on nous a éduqués finalement à cautionner ce système d'habité colonial, c'est-à-dire ce système de la monoculture de la plantation. On nous a dit en fait, voici votre horizon, voici ce à quoi vous pouvez espérer, c'est tout. Et en même temps, on nous a appris une ignorance de nous-mêmes, c'est-à-dire qu'on nous a appris peu de choses véritablement, de manière collective, sur notre histoire. Ce qui fait qu'on a comme seul modèle éducationnel ce qui a été fait par les Occidentaux. Mais qu'en est-il de toutes ces autres manières d'être au monde qui ont été inventées, créées, devisées par les peuples indigènes, que ce soit en Afrique, que ce soit en Amérique du Sud, que ce soit dans différentes contrées asiatiques, qui, je pense, mériteraient aussi d'être revalorisées à travers l'éducation. C'est-à-dire que l'idée, on nous a inculqué l'idée qu'il n'y a pas, que l'autre n'est pas possible, qu'il n'y a pas possibilité d'un autrement.
Et je pense que c'est là que il y a à agir, c'est-à-dire à montrer, mais dès le plus jeune âge, que le modèle que l'on vit aujourd'hui est un modèle parmi d'autres, et qu'il y a d'autres façons de faire, et qu'il est possible de faire autrement. Je pense que c'est là peut-être le plus important, quelque chose qui permet d'éviter la résignation. Je pense que les médias, alors, il y a des médias qui font un travail vraiment très très intéressant de recherche, d'investigation, comme certains journaux. D'autres qui sont dans le sensationnel. Je pense prêter attention à ça, prêter attention à la parole, prêter attention à ce que ceux qui sont uniquement rangés aux côtés de victimes ont à dire. Enfin, ce qui semble aller de soi, mais qui n'est pas du tout, qui n'est pas du tout évident. Euh, Combien de fois vous avez vu à la télé un journaliste interroger une personne racisée pour parler des questions écologistes? Il y a un problème. Il y a un problème. Mais pareil, euh, là où il y a le plus de personnes racisées en France, ce sont dans les Outre-mer. Et en même temps, les Outre-mer sont constamment marginalisés dans l'imaginaire politique de ce qu'est la France. Donc, tout ça va de soi. Et cela crée, c'est-à-dire que cela, c'est bon, on va pas nous dire encore aujourd'hui en 2020 que les Outre-mer sont des lieux exotiques. L'exotisme, il est maintenu, il est construit, et il n'est pas construit depuis hier, il est construit aujourd'hui, à chaque fois que l'on invisibilise et qu'on le visibilise uniquement quand il y a des catastrophes, crimes, cyclones, tremblements de terre, tsunamis. Euh, il faut apprendre à se confronter, à s'habituer à la présence des autres dans la manière dont on est sur Terre. Et ne pas uniquement présenter cet autre comme un monstre qui crie, qui non, nous avons tous envie, en tout cas, d'avoir une place sur Terre, de vivre, d'aimer, de danser, de chanter, de créer, et je pense que c'est la déshumanisation en fait, le racisme, qui déshumanisation qui participe à la destruction des écosystèmes de la Terre. En fait, cela va ensemble. On ne peut pas nécessairement faire face à l'un sans reconnaître l'autre. Je pense que la diaspora africaine, je dirais la diaspora noire au sens large, a toujours eu, en tout cas, un rôle fondamental. Et en référence à ce que je disais sur les différentes capacités d'action, je pense que précisément dès lors qu'il y a des injustices qui ne peuvent pas être dénoncées sur place, euh, au-delà des appuis économiques et des échanges en termes, enfin voilà, importants, je pense que la diaspora a à agir aussi à ce niveau-là. Parce que bon, il y a un travail formidable qui se fait par les réseaux économiques, aussi par l'éducation, par la possibilité de voyager, etc. Mais je pense que au niveau de l'action en termes de justice, là aussi, il y a quelque chose à faire. Apporter un soutien, solliciter d'autres soutiens et, euh, et alerter sur ce qui est peut-être caché du consommateur dans certains pays dits du Nord. Disons qu'il y a deux choses. D'un côté, il y a les mesures qui ont été mises en place pour, on va dire, trouver une forme d'équilibre dans l'effort que chaque État doit faire face au changement climatique. Ça a été mis en place par notamment les protocoles de Kyoto et finalement les différentes COP qui essayent de dire, bon ben voilà, il y a une responsabilité différenciée, il y a une forme de marché de carbone qui est en place où certains pays vont pouvoir déplacer ou alors acheter la possibilité de payer. Enfin bon, et ça en soi pose certains problèmes. Mais ça, ce ne sont pas des réparations. Et les réparations dans le registre juridique font référence à un crime, à une justice qui a été donnée et qui du coup se traduit au-delà de la condamnation
se traduit par une certaine forme de rétribution financière, pécuniaire ou autre. Euh, En France, on a reconnu l'esclavage comme crime contre l'humanité, et le crime contre l'humanité est un crime qui ne peut pas être prescrit. Il ne peut pas y avoir de prescription. Prescription, c'est-à-dire qu'il ne peut pas y avoir de date à partir de laquelle on dit, bon, on passe à autre chose. Non, si un crime contre l'humanité a été commis, on doit le traiter, on doit le reconnaître. Pourquoi c'est important? Enfin, il y a plein d'autres différentes formes de réparation et de demande de justice. C'est parce que les mêmes dégâts environnementaux qui sont décrits aujourd'hui ont été possibles à la condition d'une certaine domination des peuples qui habitent ces environnements. On a vu comment ces derniers mois, et l'année dernière aussi, on a dénoncé les feux en Amazonie, on a dénoncé les feux en Australie, et que c'est après que le sort, les intérêts, les vies, les expériences, les histoires des différents peuples en Amazonie qui habitent ces espaces sont portés à connaissance et sont abordés. Et pareil que les histoires, les expériences, les paroles des aborigènes sont aussi mises sur le devant ou sont reconnues. Et pire encore, dans le cas des aborigènes d'Australie, c'est à partir du moment où on montre que les pratiques des aborigènes auraient pu empêcher les espèces de fournaise qui a eu lieu en Australie, ça devient intéressant. Alors que moi, je pense que on ne peut pas séparer, encore une fois, nature, culture, ou en tout cas, ça devient politiquement très inefficace, qu'il est nécessaire de reconnaître les dignités de ces personnes, et que cela va de pair avec la reconnaissance du bien-être ou d'une nécessité de préservation de ces écosystèmes. Yeah, yeah, yeah.